Merci Rémi Féraud de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. On va évidemment parler de l'agenda du Sénat, de la réforme des retraites. Mais d'abord, on l'a vu, l'actualité ces dernières heures du côté du Brésil, où des milliers de partisans de l'ancien président d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi des lieux de pouvoir, le Congrès, la Cour suprême, le palais présidentiel, envahi et saccagé. Ils refusent de reconnaître l'élection de Lula en fonction depuis une semaine. Que pensez-vous de ces images et de ces attitudes ? Ces images sont particulièrement éprouvantes. Elles rappellent tellement, et pile 2 ans après, les images du Congrès américain à Washington. Elles nous rappellent que l'extrême droite est un danger pour la démocratie, que l'extrême droite n'accepte le résultat des urnes que quand il lui est favorable, et que l'extrême droite veut empêcher les peuples de choisir librement leurs dirigeants, leurs orientations politiques, quand cela ne leur convient pas. Cette diffusion du populisme dans le monde est évidemment un sujet qui doit continuer de nous préoccuper en Amérique, mais aussi en Europe, bien sûr, parce qu'on voit que ce qui s'est passé à Washington s'est reproduit à Brasilia et peut se produire ailleurs, même si les situations politiques et puis aussi l'organisation des forces de sécurité sont différentes dans chacun de nos pays. Et l'attitude aussi, parce que là, Jair Bolsonaro a condamné dans les premières heures, je le cite, les déprédations et l'invasion de bâtiments publics. C'est une bonne chose, cette condamnation ? Mais c'est une condamnation à minima d'un ancien président très lâche qui s'est réfugié, presque mis à l'abri aux États-Unis, dirait-on, mais qui en même temps est largement derrière ces manifestations et ce refus du résultat. C'est vraiment la conclusion de toute sa campagne et de toute sa présidence. Le mimétisme avec Donald Trump est tellement fort qu'il en est tellement évident pour tout le monde. Ce qui est important, c'est aussi que l'ensemble des grands responsables politiques des pays démocratiques dans le monde disent qu'ils sont attachés aux résultats démocratiques au Brésil et à la stabilité des institutions. Je crois que ça, c'est très important. L'autre actualité de ces dernières heures, ce sont ces propos de Noël Le Graët, le patron du foot français, qui a vivement attaqué Zinedine Zidane, disant qu'il n'en a rien à secouer et que si Zinedine Zidane l'avait appelé, il ne l'aurait même pas pris au téléphone. Est-ce que ce sont des propos dignes d'un patron de la FFF ? Non, je crois qu'ils ont choqué tous les Français. Donc, j'imagine qu'il est temps de tourner la page aussi à la Fédération française de foot. C'est-à-dire qu'il doit démissionner pour vous ? Je crois que c'est un peu inéluctable. C'est pas à moi de dire comme ça, mais je crois que c'est un peu inéluctable. En tout cas, je sais que ces propos... Il doit être poussé vers la sortie ? Oui, je crois que ces propos se poussent tout seul là, avec ces propos vers la sortie. Ces propos, je suis sûr, ont choqué tous les Français. On va parler de l'actualité politique et la réforme des retraites. Et Éric Ciotti, qui a donc hier déclaré dans le journal du dimanche que les Républicains sont donc enclins à voter cette réforme des retraites. Est-ce que du coup, vous avez perdu le combat au Parlement ? Pas du tout. Parce qu'on va le mener. On n'a pas encore eu les annonces du gouvernement. Je crois que c'est demain. Ça fait longtemps qu'on les attend. Ensuite, de toute façon, depuis le départ, le gouvernement fait planer la menace du 49.3. 49.3 qu'il avait d'ailleurs déjà failli utiliser il y a 3 ans de cela maintenant. Puisque, au moment de la réforme d'Édouard Philippe. Exactement, qui a été interrompue brutalement par l'arrivée du Covid. Donc vous voyez, l'histoire n'est jamais écrite. Donc nous, on va mener ce combat en lien avec le mouvement social. C'est plutôt le gouvernement qui aujourd'hui est complètement dans la main des Républicains, et les Républicains qui cherchent aussi comment avoir une expression politique qui soit différente de celle du gouvernement. Je crois que c'est un peu... parce que les Français en retiennent, mais je crois qu'ils retiennent surtout que le gouvernement et la droite LR sont sur des positions extrêmement proches, voire similaires. La une du JDD hier était très éclairante. Quand on pense, je crois que c'est plutôt quand même un problème pour ceux qui se disaient macronistes de gauche. Qu'en reste-t-il aujourd'hui quand on en est à dire « mais monsieur Ciotti, votez pour notre réforme, c'est la même que celle que vous portiez dans la campagne présidentielle », ce qui est largement vrai. C'est le gouvernement qui aujourd'hui mène une politique de droite et va proposer une réforme injuste des retraites à un moment où le pays aurait besoin d'unité et d'autres ambitions. C'est ça la réalité. Et est-ce que pour mener cette réforme des retraites, il ne faut pas être uni du côté des socialistes ? Parce qu'on a l'impression qu'il y a des divergences en votre sein. Vous êtes pour la retraite à 60 ans ou à 62 ans ? Moi, je suis contre la
réforme que va proposer le gouvernement demain, à moins qu'il en change totalement l'esprit, mais je n'y crois pas. C'est-à-dire le report de l'âge légal de la retraite. Vous êtes pour le maintien 62 ans? Je ne suis contre cette réforme et je ne suis pas pour le retour à la retraite à 60 ans. Non, je pense que c'est une fausse piste pour s'opposer efficacement à la réforme injuste que va nous proposer. Et c'est pourtant dans le programme de la NUP. C'est un problème? C'était dans le programme de la NUP ce printemps, oui, dans un compromis. Je ne partage donc soutenu pas. Par le Parti socialiste. Je ne partage pas, en tout cas personnellement, cette position politique. C'était un accord électoral au printemps dernier. La NUP n'a pas gagné les élections législatives. Donc il est temps, à mon avis, voilà, on est dans une nouvelle étape politique. Et ce qu'il faut, c'est s'opposer efficacement au projet du gouvernement avec les syndicats qui, à l'unanimité, sont contre. Il ne s'agit pas d'autre chose dans cette période politique-là. Sauf que la réforme de Marisol Touraine, portée donc par un gouvernement socialiste, elle prévoit déjà l'allongement du nombre d'annuités à 43 annuités. Du coup, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part des socialistes de s'opposer à un report de l'âge légal de départ? Est-ce que de toute façon, il ne va pas de soi quand il faudra faire 43 annuités? Absolument pas. Bah, d'ailleurs, restons-en à la réforme Touraine alors, d'un allongement de la durée de cotisation très progressif et étalé dans le temps. Voilà. Donc, non, là, on est au-delà d'une accélération, parce qu'en plus, la réforme Touraine ne change pas l'âge légal de départ en retraite. Est-ce que c'est vraiment ce dont le pays a besoin aujourd'hui, alors que le régime des retraites était excédentaire en 2022? C'est ça la réalité. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire dans notre pays? Les Républicains et Aurore Bergé pour Renaissance demandent que la retraite minimum à 1 200 € s'applique également pour les retraités actuels et non pas seulement pour les futurs retraités comme le prévoit le gouvernement. Et là-dessus, vous soutiendrez ce combat? Mais c'est pas le problème, c'est que la réalité, c'est que le projet du gouvernement ne le prévoit pas. Contrairement à des engagements qui semblent avoir été pris, qui ont été entendus. Le Parlement peut faire changer ça. Espérons que ça change, mais c'est pas. Voilà, nous nous inscrirons pas dans la logique du gouvernement de report de l'âge légal de la retraite, soyons clairs. On va continuer à parler de l'actualité économique, l'actualité sociale. On va voir ça avec Arnaud Vadzich, qu'on retrouve du côté de Nantes. Bonjour Arnaud, merci beaucoup d'être avec nous, directeur de la publication de l'agence Happy West France. Vous suivez l'actualité économique du Grand Ouest. Et Arnaud, dans l'Ouest, comme partout en France, il y a de nombreuses entreprises qui souffrent de l'envolée des prix de l'énergie. Tout à fait, ouais. Ce média d'Ouest France suit l'actualité économique de l'Ouest et recense chaque semaine des exemples d'entreprises qui souffrent de l'explosion des prix de l'énergie. On peut en citer quelques exemples, comme la fonderie Bouillet, qui est installée depuis 100 ans près de Nantes, c'est quand même pas rien, 100 ans, championne de l'export, connue mondialement et qui continue d'investir, mais qui pourrait voir sa facture énergétique multipliée par 10 en 2023. Plus dramatique, l'entreprise SLTS, qui emploie 98 salariés dans le Maine-et-Loire, est placée, elle, en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'Angers. L'explosion des factures d'énergie a été pour elle de plus 450% en 2022, ce qui est considérable. Et puis un troisième exemple, celui du seul acteur en Bretagne qui propose du fret ferroviaire, le groupe rennais Lae Global Logistique, qui appelle à l'aide le gouvernement pour l'aider à affronter une forte hausse du prix de l'électricité en 2023. Et elle pourrait carrément remettre en question son projet d'ouverture d'une nouvelle ligne rail-route entre Rennes et Lille cette année. Et Arnaud, il y a aussi des entreprises qui s'adaptent à cette hausse des prix de l'énergie et qui font preuve d'agilité. Oui, tout à fait. Les entreprises de l'Ouest ne manquent pas d'idées et s'adaptent. Par exemple, les entreprises vendéennes imaginent se regrouper en profil de consommation pour permettre des achats auprès des fournisseurs et peser plus lourd. D'autres, comme la conserverie Gonidec dans le Finistère, serrent les dents mais reviennent sur leur organisation du travail, quitte à ne travailler que 4 jours par semaine en fin d'année pour faire justement des économies d'énergie. Et puis il y a aussi cette entreprise du Maine-et-Loire, NP Création, qui s'apprête à couvrir 12 000 m² de toiture en panneaux photovoltaïques avec l'objectif d'atteindre une production d'au moins 300 000 kWh et approcher ainsi l'autoconsommation. Alors certains font même de la situation une occasion de business. Sherpa, en Ille-et-Vilaine, se lance avec les flambée des prix dans la récupération de données de consommation pour proposer des comparatifs aux entreprises. Elle assure pouvoir donner aux dirigeants qui se perdent dans la complexité des contrats un tableau de bord pour leur permettre justement de prendre des décisions éclairées.
Alors, du côté du gouvernement, les aides sont nombreuses cette année, en 2023, comme par exemple l'aide aux entreprises les plus énergivores ou l'amortisseur électricité. Mais je voulais vous demander, monsieur le sénateur, quel soutien serait selon vous le plus efficace pour aider les PME? Et est-ce qu'il n'y a pas un allègement des complexités des dossiers à imaginer pour que justement ces PME puissent s'y retrouver dans la globalité des aides qui sont proposées? Alors si, certainement, il y a des simplifications à effectuer. Nous le disions cet automne dans le débat budgétaire, ce que proposait le gouvernement et qui est nécessaire pour soutenir les Français et les entreprises, en particulier les petites entreprises, les commerçants, face à l'augmentation des prix de l'énergie, n'était pas clair, était largement improvisé. Nous ne voulions pas nous y opposer, mais nous n'avions pas l'ensemble des éléments pour en juger. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir s'adapter rapidement et très rapidement lorsqu'on voit qu'il y a des trous dans la raquette. C'est depuis le mois de décembre que nous interpellions, je pense notamment à Valérie Rabault, députée socialiste à l'Assemblée, le gouvernement sur la question des boulangers, qui est une activité qui est très consommatrice d'énergie. Ça veut dire que le gouvernement réagit trop tard pour vous sur les boulangers? Ah, bien sûr, il aurait pu réagir avant, d'autant que les fédérations des boulangers l'interpellaient depuis cet automne. J'ai rencontré vendredi l'un des responsables de la Fédération des boulangers de Paris. Il nous a dit que depuis le mois de septembre-octobre, ils interpellaient le gouvernement sur leur inquiétude et notamment pour ceux qui ont une fin de contrat d'électricité ou pour ceux qui sont toujours juste en dessous, au-dessus des seuils, qui ne peuvent pas être aidés. Donc il faut pouvoir évaluer la mise en place des mesures et les adapter au fur et à mesure. Je pense par exemple, là aujourd'hui, il y a sur les boulangers un seuil de 3% de l'énergie dans le chiffre d'affaires pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'aides. Ce seuil est certainement un peu trop élevé. Il faut pouvoir être souple, être mobile, ce que Bercy n'est pas toujours. Donc bien sûr que le Parlement, pour évaluer les dispositifs, leur application, interpeller le gouvernement, faire des propositions, est tout à fait essentiel. Arnaud, un dernier mot, on regarde la une. Non, est-ce que ces mesures sont suffisantes ou est-ce que vous proposeriez par exemple une autre mesure qui n'a pas été listée par le gouvernement? Aujourd'hui, ces mesures n'apparaissent pas suffisantes sur un certain nombre de professions et je pense notamment au commerce de bouche, à certains restaurants, aux entreprises qui sont juste au-dessus ou en dessous des seuils. S'il y a une proposition urgente à faire, je pense que c'est d'élargir les seuils de prise en compte des dispositifs, notamment de l'amortisseur qui est un dispositif d'aide supplémentaire par rapport au bouclier tarifaire. C'est peut-être ça le plus urgent aujourd'hui, nous disent les professionnels. Merci Arnaud Vazich. On regarde la une de Ouest France, réforme des retraites, les enjeux de la pénibilité. C'est à la une de Ouest France aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Arnaud, évidemment, à très vite. Alors la réforme des retraites, c'est pas pour tout de suite, pour les sénateurs. On va regarder en revanche quels sont les textes qui vont vous occuper ces prochaines semaines. C'est avec Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Yann, bonjour Rémi Ferraud. Bonjour. Et Alex, on va donc voir avec vous l'agenda de ce mois de janvier au Sénat. Et oui, alors cette année 2023 pour les sénateurs, elle va commencer en douceur avec un échauffement cette semaine, des débats thématiques dans l'hémicycle. Demain, par exemple, les sénateurs débattront des ZFE, les zones à faible émission, c'est-à-dire l'interdiction progressive des véhicules polluants à l'intérieur des agglomérations. Et puis demain, il y aura aussi un débat sur la rémunération du travail. C'est un débat à l'initiative du groupe socialiste. Mercredi, c'est un sujet urgent qui va occuper les échanges entre les sénateurs dans l'hémicycle, la crise de notre système de santé, notamment après les dernières annonces du président de la République. Et puis jeudi, à la demande du groupe communiste, un débat sur le marché de l'électricité en période de tension sur le marché de l'énergie. Et puis dès la semaine prochaine, il sera également question d'énergie au Sénat avec un premier texte important au menu, le projet de loi qui est censé accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et notamment les 6 réacteurs EPR2 qui ont été promis par
par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Et puis la semaine suivante, ce sera le projet de loi sur l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 avec beaucoup de mesures et de questions sur la sécurité de l'événement. Et puis Alex, il y aura aussi des propositions de loi au programme du Sénat. Et oui, des propositions de loi à l'initiative de parlementaires, notamment la proposition de loi anti-squat contre l'occupation illicite de logements. Elle a été déposée par les députés de la majorité présidentielle, adoptée déjà par l'Assemblée nationale, mais après un débat très mouvementé dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Et la majorité de droite sénatoriale, elle ne devrait pas être hostile à ce texte et elle pourrait même le durcir. Et puis, une autre proposition de loi importante va arriver au Sénat. Elle vient de l'Assemblée nationale et elle prévoit l'introduction dans la Constitution du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Un texte qui a été adopté par une majorité de députés, une majorité présidentielle et également députés de gauche, députés de la NUPES. Mais au Sénat, eh bien, la majorité de droite pourrait rejeter ce texte et donc bloquer son adoption. Car on le rappelle, pour toute révision de la Constitution, il faut l'accord du Sénat. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Et puis ensuite arriveront les deux textes majeurs de ce début d'année 2023. La réforme des retraites, ce sera plutôt en mars au Sénat, après l'adoption en février, l'examen en février par les députés. Et puis avant, il y aura le projet de loi immigration. Ce sera en février au Sénat, un premier examen pour les sénateurs. Et justement, Rémi Féraud, on va commencer par une question sur ce projet de loi immigration. On le rappelle, le gouvernement prévoit de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Est-ce que les sénateurs socialistes pourraient voter ce texte ? De toute façon, on n'a pas des votes de posture. On vote sur les textes en fonction de leur contenu. Donc on ne le connaît pas encore. On a beaucoup de mesures quand même. C'est très peu probable. Parce qu'il n'y a pas que cette mesure, évidemment, que vous veniez d'évoquer. Mais sur cette mesure, des métiers en tension, des possibilités de régularisation de travailleurs sans papier. C'est une question que je connais bien. J'ai été maire du 10e arrondissement où cette question s'est posée. J'ai accompagné beaucoup de combats pour la régularisation de travailleurs sans papier. C'est un point sur lequel nous allons être évidemment constructifs. Mais c'est... D'abord, c'est un bon point. Vous reconnaissez que c'est un bon point? Non, attendons de voir ce que le gouvernement propose vraiment et ce qui sortira vraiment de la discussion Mais quelles sont vos craintes qui reviennent sur ce point? Que ce soit tellement limitatif dans l'application que cela ne change pas favorablement vraiment les choses. Mais ça ne peut pas être l'arbre qui cache la forêt d'un texte qui, comme la réforme des retraites, est d'abord destiné à obtenir le vote de M. Ciotti avant celui de la gauche. Donc voilà, mais ça n'est pas parce qu'on ne vote pas un texte qu'on ne participe pas à cette discussion pour essayer de l'améliorer. Cette question des travailleurs sans papier est en effet une question très importante. Alors, il y a une autre proposition de loi à laquelle la gauche tient beaucoup. Elle va arriver au Sénat en janvier. C'est la proposition de loi constitutionnelle qui, je le disais, introduit le droit à l'IVG dans notre Constitution, notamment pour éviter que ce droit soit affaibli, comme on l'a vu aux États-Unis. Si la droite sénatoriale rejette ce texte, ce sera une erreur ? Ah oui, chacun prend ses responsabilités. Je pense qu'ils peuvent encore changer d'avis. Bien sûr que ce serait une erreur. Et leur argumentation pour un certain nombre d'entre eux est de dire mais il n'y a pas de danger, donc pas la peine de l'inscrire dans la Constitution. Ce qui vient de se passer, par exemple au Brésil, montre qu'il ne faut jamais dire il n'y a pas de danger. Bien sûr que si, il y a un danger. Et quand l'extrême droite progresse, l'un des principes auxquels elle s'attaque toujours en premier, c'est justement le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais par exemple, le Rassemblement national dit qu'il n'est pas favorable à l'abolition du droit à l'IVG. Oui, et est-ce qu'il faut le croire ? Ce sont en tout cas des déclarations publiques. Est-ce qu'il faut le croire ? Moi, je pense que je ne vois pas les arguments qui empêchent de l'inscrire dans la Constitution à partir du moment où on est attaché à son maintien. Et je crois que croire l'extrême droite sur parole, je le déconseille à qui que ce soit. Sur le nucléaire, Alex. Un mot sur le nucléaire, Rémi Féraud, avec ce projet de loi qui va accélérer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Est-ce que les sénateurs socialistes vont voter pour relancer le secteur nucléaire ? Là aussi, je ne peux pas vous dire si nous voterons ce projet de loi qui n'a pas encore été discuté. Ce qui est vrai, c'est que nous avons une approche sur le fond, mais aussi très pragmatique. Nous pensons que le nucléaire est et doit être
une énergie de transition et que l'important, c'est d'avoir un secteur nucléaire qui permette de passer le cap des prochaines décennies avec à la fois la sobriété énergétique nécessaire et surtout le développement des énergies renouvelables. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons voté le texte sur les énergies renouvelables à l'automne, quand je vous dis que nous sommes constructifs. C'est ça qui nous paraît important. Et si c'est un texte pour relancer le nucléaire, sans faire derrière les efforts nécessaires pour passer le cap et n'en faire qu'une énergie de transition, alors évidemment, ça n'est pas du tout notre ligne politique. Un mot sur ce texte énergie renouvelable, puisque vous l'avez voté au Sénat, les députés sont appelés à le voter demain. Est-ce que vous demandez aux députés socialistes de le voter ? Je souhaite qu'ils le votent et j'ai compris en tout cas qu'ils ne voteraient pas contre. Ce qui montre... Mais ils peuvent s'abstenir. Oui, tout à fait. Vous souhaitez qu'ils votent pour ? Ça, franchement, c'est leur responsabilité, mais je souhaite que ce texte puisse être adopté. Merci Alex. Merci Ariane. À tout à l'heure. On parlera réforme des retraites. Et évidemment, on va parler du Parti socialiste pour terminer, Rémi Féraud, puisque les militants socialistes sont appelés à voter les 2 jeudis qui arrivent pour désigner le premier secrétaire. 3 candidats sont en liste, dont le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, que vous ne soutenez pas. Pourquoi ? Mais c'est pas parce que je le soutiens pas, c'est que je soutiens Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, qui porte un texte qui s'appelle Refondation. C'est le congrès du Parti socialiste, donc ça peut paraître un peu compliqué nos statuts, mais nous votons sur les textes d'orientation, notre orientation politique cette semaine, sur la personne du premier secrétaire la semaine suivante. Et je pense que à la fois ce débat est très important, qu'il est intéressant, et que cette volonté d'Olivier Faure de transformer l'accord électoral NUPES du printemps dernier en un horizon politique indespassable, ça ne me paraît pas la bonne voie, la bonne stratégie. Je pense qu'il faut réaffirmer le Parti socialiste, être dans l'union de la gauche, mais pas à n'importe quel prix. Et avec la mais c'est tenable, c'est en même temps, parce que refondation, on a l'impression que c'est un peu en même temps. On n'est pas complètement contre la NUP, mais on n'est pas pour la NUP non plus. Non, là, vous parlez comme Olivier Faure, parce que justement, dans ce cas-là, on met la NUPS au centre de tout. Or, il faut mettre le Parti socialiste et la capacité de la gauche de se rassembler sur un projet et sur des valeurs qui nous correspondent, qui permettent de fédérer et d'obtenir une majorité. L'objectif pour 2027, c'est pas de construire une opposition qui restera dans l'opposition, même si tout en existant, c'est de construire une coalition, un projet politique qui soit capable de gagner. Et la NUPS n'est pas celui-là. Donc il faut pouvoir évoluer sans tout casser et sans refuser le principe même de l'union de la gauche qui, lui, est essentiel. Et mais concrètement, le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr, et un certain nombre de choses que portaient les filles, mais c'est surtout le problème, le fait de ne pas vouloir sortir d'une union de la gauche dominée par LFI. Parce que cela, c'est une perspective qui est de toute façon une perspective perdante. Donc, en réalité, je pense qu'il y a beaucoup de gens au Parti socialiste, on a vu, on est d'accord sur la plupart des sujets de fond. Il y a des désaccords stratégiques. Il y a aussi des différences de personnes, de propositions d'organisation. Moi, j'ai vu au débat vendredi soir avec Nicolas Mayer-Rossignol quelqu'un qui est à la hauteur de la fonction de premier secrétaire s'il est élu, et un texte refondation qui aspire aussi à rassembler tous les socialistes, ce qui est un préalable aussi au rassemblement de la gauche. Et dans ce débat entre les 3 candidats, parmi les reproches faits à Olivier Faure, il y a notamment celui qu'il n'a pas assez travaillé. Est-ce que c'est un reproche que vous partagez ? Oui, mais qui ne s'adresse pas qu'à Olivier Faure, qui doit être aussi un reproche collectif. On ne peut pas repartir exactement comme dans les 5 années précédentes, parce que sinon on rencontrera le même échec. Et par ailleurs, il ne faut pas qu'on construise 2027 en ne pensant qu'à refaire le match de 2022. Il faut vraiment s'inscrire dans l'avenir. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes, l'actualité politique, l'évolution de la vie politique le montrent. Nous sommes en 2023, nous ne sommes plus en 2022. Et l'appréciation des citoyens, des hommes et des femmes de gauche sur Jean-Luc Mélenchon et les filles, la gauche, je pense qu'il a déjà évolué. Est-ce que si Refondation ne remporte pas le vote des militants socialistes, vous resterez quand même à l'intérieur du Parti socialiste, ou est-ce que vous souhaitez que Refondation devienne un parti à part, un parti dissident ? Non, je resterai au Parti socialiste, bien sûr. La question ne se pose même pas.
Et pour les sénatoriales, puisque les sénatoriales arrivent, notamment du côté de Paris, est-ce qu'il y aura des candidats socialistes ou est-ce qu'il pourrait y avoir des candidats dissidents comme il y en a eu aux législatives ? J'espère qu'il n'y aura pas de candidats dissidents. Ce n'est pas du tout la même élection, on n'est pas dans le même contexte. D'ailleurs, usuellement, il n'y a pas de liste qui rassemble l'ensemble des partis. C'est une élection devant les grands électeurs, les électeurs sénatoriaux. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de liste dissidente. Il y a déjà eu des listes dissidentes, notamment à Paris. Pardon ? Il y a déjà eu des listes dissidentes, avec des socialistes dissidents dans des élections précédentes aux sénatoriales. À Paris, chez les socialistes ? En tout cas, pas dans les précédentes élections sénatoriales, non. Et ça veut dire qu'il y aura des candidats unis. Est-ce que vous pensez que cette élection interne, l'élection à la tête du premier secrétariat, ça peut avoir des conséquences sur le groupe ici, au Sénat ? Je crois que non. Ça peut, bien sûr, parce que la vie politique n'est pas compartimentée. Bien sûr qu'il y a des débats au groupe socialiste au Sénat, mais enfin on a traversé tellement d'épreuves ensemble que je vous assure que nous allons continuer, y compris parce que sur le fond, nous sommes en accord, nous avons beaucoup de délibérations collectives et vous remarquerez que nous votons vraiment de manière unanime sur les textes après avoir échangé ensemble. Merci Rémi Féraud, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes dans le Club Territoire, on reviendra évidemment sur cette réforme des retraites qui sera donc présentée demain par Elisabeth Borne et la majorité présidentielle devrait donc pouvoir compter sur le soutien des Républicains. Mais d'abord on va accueillir notre prochaine invité, c'est Stéphane Séjourné qui nous rejoint.